chers frères et sœurs, chers sanghas, chers amis, avec ça de Nîmes, nous nous sommes convenus, enfin, je proposais que, vous voyez, suivant la tradition vietnamienne, normalement, on ne sait pas, on s'est demandé qui est-ce qui va parler en premier. Mais dans la tradition vietnamienne, on respecte les anciens. Elle est ma grande sœur, vous voyez. Et en plus, la galanterie française. Hein, c'est normal que c'est lady first. Hein? Donc, c'est pour ça que. Et comme ça, de Nîmes est une des sœurs les anciennes, les plus fraîches. Non. Je pense que je ne peux pas faire concurrence. Donc on va ouvrir la boutique avec la boutique du Dharma, hein, attention. Donc on va écouter 3 sons de cloche et puis je vais prier ma grande sœur de parler en premier avec un peu de compassion pour moi. Enfin, je lui dis aussi que, vous voyez, je suis prêt à faire le bonsaï. Et on va laisser à la fleur fraîche de s'épanouir. Et, vous voyez, donc je fais la branche et nous avons une des plus belles fleurs du village des Pruniers qui va partager tout le parfum. C'est le parfum de la pleine conscience, de la concentration, et c'est le nom de ma sœur, de Nîmes. Embellissement et décoration. Décoration? Ah bon? Décoration. C'est moi le décor, c'est ça. De la concentration, enfin, quelque chose d'embellissement avec la concentration. C'est un beau nom. Et bien sûr de la sagesse, de la sagesse. C'est tout à fait normal qu'elle va commencer. Merci. Donc on va écouter 3 sons de cloche, revenir à notre respiration, hein, pour cultiver cette énergie de pleine conscience qui va nous aider à tout le monde, et à nous en premier, de pouvoir partager sans trop de tract avec vous. Merci.
Cher Thay, cher Sangha, merci Frère Fakti d'avoir fait l'introduction. Peu importe ce que tu as dit. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Frère Fakti a créé une atmosphère très chaleureuse, et je suis beaucoup plus détendue. Ça a calmé le battement de mon cœur. Et avant de venir ici, il y a quelques jours, j'ai vu Frère Fakti et on a discuté un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et toujours galant comme il m'a laissé décider. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consommation en pleine conscience. Ce qui m'a inspirée pour parler de ce sujet, parce que il y a 10 jours ou 2 semaines, j'ai déjà partagé aux amis au Amour Nouveau. J'ai eu la chance d'aller à Bergerac, à une crêperie. Et là, c'est très rare pour moi de sortir et manger dehors dans une crêperie ou dans un restaurant. C'était parce qu'un ostéopathe est venu des États-Unis pour prendre soin de notre maître de Thay. Et avant de retourner aux États-Unis, nous l'avons amené à une crêperie spécialité française. Il a été très content. Et en attendant les crêpes, à côté de nous, à table, il y avait un jeune couple qui est venu avec 2 enfants, un garçon et une fille. Et on a parlé, et tout à coup j'ai regardé à côté de moi et j'ai vu la petite fille à l'âge de 2 ou 3 ans. Elle avait dans sa main un téléphone portable et elle n'arrêtait pas de faire comme ça. Et j'étais très 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 frappée. J'étais très surprise parce que dans de grandes villes aux États-Unis ou en Asie, oui, ça arrive, mais quand je vois tout près de la campagne, dans une petite ville comme Bergerac, et les tout petits enfants font ça. J'étais très surprise. Ça m'a beaucoup frappée et j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour ce matin, la consommation en pleine conscience. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous venez pour la première fois au village, vous vous posez la question, et qu'est-ce que c'est la pleine conscience exactement? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens que Thay, notre maître, donnait souvent une définition très simple, très, très courte, très simple. Quand vous savez exactement ce qui se passe en vous et autour de vous, vous êtes en pleine conscience. Quand vous savez exactement ce qui se passe en vous. Et en vous, c'est large. C'est très large en vous. Ces 2-3 derniers jours, dans des sessions de méditation assise, relaxation totale, nous avons pratiqué beaucoup la pleine conscience du corps. Avec la respiration consciente, nous ramenons notre esprit à notre corps pour être totalement présent dans le moment présent, dans l'instant présent, pour être attentif à l'inspiration, à l'expiration,
pour être conscient de notre corps, pour voir s'il y a une tension dans le corps. Nous avons pratiqué à relâcher toute la tension du corps. Nous avons respiré consciemment pour revenir à notre visage, pour en être conscient, pour détendre tous les muscles du visage. Tout ça, c'est la pleine conscience du corps. En moi, il y a le corps. Et puis, en moi, il y a quoi d'autre? Il y a aussi la conscience. Alors, je vais refaire le dessin que notre maître a fait, je ne sais pas combien de centaines de fois, mais je sais que parmi nous, il y en a qui viennent pour la première fois et je pense que ce serait très dommage si nous ne redessinons plus, si nous ne redessinons pas cette image, parce que c'est tellement fondamental pour comprendre. Supposons que ça c'est notre conscience, pas très rond. Je dessine beaucoup moins. Je ne dessine pas aussi bien que taille. Hein. Alors là, c'est la conscience. Et notre conscience, pour que ça soit facile à comprendre, nous avons la conscience profonde, qui est le tréfonds ici. Et puis, nous avons la conscience mentale, ou bien nous pouvons l'appeler comme mental, le mental. Nous avons nos yeux, les oreilles, le nez, la langue, et puis le corps est ce que nous percevons avec ces organes des sens. Ça entre dans la conscience des yeux, la conscience des oreilles, la conscience du nez, la conscience de la langue et la conscience du corps. Ça, c'est la conscience. Et dans notre conscience profonde, dans le tréfonds, nous avons toutes les semences. Par exemple, la semence de la peur, la semence de la joie, il y a toutes sortes de semences. Dans la psychologie bouddhiste, notre maître Thai, il s'est beaucoup intéressé de l'étude de la psychologie bouddhiste dès qu'il était très jeune. Il a beaucoup étudié et ensuite il a écrit 50 versets qui résument, qui parlent de l'étude de la conscience, de la psychologie bouddhiste. Et je me souviens, le 6e verset dit que notre vie, la qualité de notre vie dépend de la qualité de ses semences. C'est-à-dire que si nous sommes une personne heureuse, ça veut dire que les graines dans notre tréfonds, les graines dominantes sont les graines positives et qui nous
qui nous permettent d'être heureux. Si nous menons une vie très malheureuse, nous pleurons tout le temps, nous souffrons beaucoup, c'est parce que les graines dominantes dans notre conscience profonde sont les graines de la souffrance. Ça dépend beaucoup de ces graines. Notre bonheur, notre souffrance, notre vie dépendent de qualité de ces graines. Et dans notre tréfonds, il y a toutes sortes de graines. Il y a toutes les graines, sans exception. Les graines du bonheur aussi bien que les graines de la souffrance. Et chaque fois que nous percevons quelque chose avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre nez, notre langue ou notre corps ou notre mental, la conscience du mental, ça entre, ça pénètre dans notre conscience profonde et ça touche une ou plusieurs graines. Et quand la graine en bas est touchée, elle bouge, elle germe, elle pousse, et puis elle se manifeste. Quand elle pousse, elle remonte dans le mental et elle se manifeste en une formation mentale. Quand elle monte, quand cette graine monte pour se manifester dans la conscience mentale, elle devient formation mentale. Nous avons la formation mentale de la peur, du désespoir, de la joie, du bonheur. Tous ces sentiments sont les formations mentales. Nous avons aussi la graine de la pleine conscience, ici. Hier, quand sœur Elisabeth, elle a parlé de la peur, par exemple. Quand nous sommes dans une situation dangereuse, alors l'environnement, nous percevons cet environnement dangereux, nous percevons ce danger à travers nos yeux, nos oreilles, à travers notre corps. Ça, c'est l'environnement. Et puis, ça entre et ça touche. Ça entre à travers les yeux, les oreilles, et ça touche cette graine de peur. Et ça bouge, la graine de peur bouge, et remonte dans le mental pour se manifester ici en une formation mentale de peur. Et nous avons très peur. Et sœur Elisabeth nous a parlé de la respiration consciente. Quand j'inspire, je sais que c'est la peur en moi. Et j'expire, je peux sentir que la peur se calme un petit peu. C'est parce que sœur Elisabeth, en respirant, calmement, j'inspire, elle invite la graine de la pleine conscience, elle touche cette graine avec une respiration consciente, 2, 3, elle touche cette graine de pleine conscience, cette graine bouge et puis monte ici et puis on continue à toucher cette graine, j'inspire, je sais qu'il y a la peur qui monte en moi. Avec la pleine conscience, on reconnaît la peur, on reconnaît la présence de la peur. Et c'est comme ça que notre maître dit
on embrasse la peur avec l'énergie de la pleine conscience. Et quand l'énergie de la peur est enveloppée par l'énergie de la pleine conscience, elle se calme parce qu'elle n'est pas seule à dominer. Quand elle est seule, elle peut dominer toute la conscience mentale, elle peut prendre toute la place. Mais quand il y a la pleine conscience, elle ne peut plus prendre toute la place, elle doit laisser la place à la pleine conscience. Et si on continue à respirer plusieurs fois, si on se concentre sur la respiration et on observe cette sensation de peur, on remarque que la peur se calme, elle ne peut plus contrôler, elle ne peut plus prendre le pouvoir. Et quand la pleine conscience continue à se fortifier, non seulement elle calme la peur, mais elle peut faire descendre la peur, elle peut inviter la peur de retourner à sa forme initiale dans la conscience du tréfonds, sa forme initiale de graine. Et quand la peur descend ici, dans notre mental, il ne reste plus que l'énergie de la pleine conscience. Et c'est comme ça qu'on transforme notre mental. La peur se retire doucement. La pleine conscience continue à rester, à prendre toute la place. Et chaque fois qu'une formation mentale redescend, retourne à sa forme de graine dans le tréfonds, la graine diminue, la graine perd sa force, elle diminue. Pardon. Bien sûr, avec l'énergie de la pleine conscience, elle descend plus petite. Au contraire, si on laisse la peur monter et prendre tout le pouvoir sans la pleine conscience, alors elle va rester longtemps, et en restant longtemps, elle se développe. Elle devient très puissante. Parfois tellement puissante qu'elle ne descend plus ici. Elle peut rester longtemps, et puis elle entraîne d'autres graines, comme la graine du désespoir, la graine de la colère, la graine de la violence. Et quand elle est puissante, sans la présence de la pleine conscience qui la calme, et si elle descend provisoirement en bas, la graine devient beaucoup plus grande. Et chaque fois que nous respirons, que nous invitons la graine de la pleine conscience de se manifester dans notre mental, la graine de la pleine conscience se fortifie, grandit. Et quand elle est grande, parfois on n'a pas besoin de l'inviter, elle monte toute seule. Et c'est là, quand nous sommes tellement habitués à la pratique de la pleine conscience. Ça monte naturellement. Par exemple, dès que vous entendez le son de la cloche, à votre premier séjour au village, vous ne pensez pas à respirer, mais comme les autres respirent, vous vous souvenez, j'arrête, je respire. Mais au bout de quelques jours, ou à votre deuxième, troisième séjour, même si vous êtes seul dans la nature et vous entendez la cloche de l'église tout de suite,
vous vous arrêtez, vous revenez à vous-même, vous êtes conscient de votre respiration. Là, c'est parce que la graine de la pleine conscience en vous est forte maintenant. Et sans faire d'effort, elle monte. Et parfois, il n'y a même pas de son de cloche. Vous vous souvenez de la respiration consciente. Vous respirez tranquillement, vous vous réjouissez de votre respiration. Là, il n'y a pas de son de cloche, il n'y a rien qui vous rappelle. Et pourtant, vous êtes en pleine conscience parce que la graine est très grande, très développée en vous. Et parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous n'avons pas le choix. Par exemple, hier, sœur Elisabeth a parlé de l'embouteillage. Nous ne voulons pas l'embouteillage, mais nous nous trouvons dans la situation. Nous sommes coincés dans l'embouteillage. Et grâce à la pratique de la pleine conscience, la pratique de la pleine conscience est une pratique très intelligente. Parce que même quand nous restons coincés dans la situation, nous avons un autre moyen pour ne pas laisser la graine d'irritation, de colère monter. Et par contre, nous touchons les graines qui nous rendent heureuses. Par exemple, au lieu de penser à l'embouteillage, nous regardons la nature, nous dirigeons notre attention à un autre objet pour toucher la graine de joie, la graine du bonheur. Et quand nous invitons les graines de joie et de bonheur à monter, il y a moins de place, ou il n'y a plus de place pour la graine d'irritation, de colère, de monter. Alors même quand nous sommes coincés dans une situation, nous avons toujours un moyen pour gérer notre conscience. Nous pouvons toujours faire quelque chose pour, comme sœur Elisabeth a dit, pour nous nourrir, c'est-à-dire arroser de bonnes graines et ne pas laisser les graines qui nous font souffrir, de ne pas les laisser monter ou nous contrôler, nous dominer. Alors, dans la consommation, nous avons le choix. Tout à l'heure, Frère Fab va parler plus en détail de la consommation. Là, je prépare un petit peu pour lui. Et lui, le reste. Il va parler du reste. Alors, sauf pendant le sommeil, pendant toute la journée, nous consommons continuellement. Même quand nous sommes assis sans rien faire, il est possible que nous soyons en train de consommer. Et la pleine conscience, quand nous invitons la graine, l'énergie de la pleine conscience de se manifester ici, alors nous avons toute cette énergie dans notre mental comme un scanner pour observer ce qui entre à travers nos yeux, à travers nos oreilles, à travers notre nez, notre bouche, notre corps. Alors c'est une protection. Et puis en même temps, chaque fois quand il y a une graine ici qui monte, parce que
la consommation entre et touche ces graines. Et quand ces graines montent, la pleine conscience reconnaît ce qui monte pour gérer. La pleine conscience, premièrement, elle scanne pour voir ce que je consomme, est-ce que ça va arroser les bonnes graines ou non. Alors déjà, il y a un scan ici, à ce niveau. Et chaque fois quand il y a une graine qui monte, la pleine conscience reconnaît pour gérer. Si c'est une graine qui nous rend heureuse, la pleine conscience la reconnaît et l'invite à rester plus longtemps avec nous. Si la graine de joie reste longtemps, nous sommes heureux. Et donc, la pleine conscience nourrit cette formation mentale pour qu'elle reste aussi longtemps que possible. Et si la graine de colère ou d'irritation monte, la pleine conscience reconnaît tout de suite, elle les calme, elle les transforme. Et l'irritation et la colère retournent sous la forme de graines. Voilà, maintenant, Frère Fabio a tout le dessin pour vous expliquer plus sur la consommation. Is that okay? If like the microphone is like that? Okay. Bon, merci ma grande sœur de venir. Vous voyez, j'ai la chance. Hein? Donc, ma grande sœur aide le petit frère à faire ses devoirs. Je me prépare bien quand même. Bon, donc je vais commencer. Elle a commencé un peu à parler des nourritures pour la consommation en pleine conscience. Hein. Et on va commencer par cette nourriture qui est la conscience. C'est très important en ce moment, hein, surtout en cette période trouble, après les attentats, d'être vraiment conscient dans quelle conscience collective nous sommes baignés. Vous voyez? Et une des nourritures, en général on dit c'est la 4e nourriture. Hein, moi je commence par la 4e. Donc, vous voyez là, mettons je fais un autre cercle. Pour moi, c'est une ellipse. Donc, mettons, là, c'est une personne, et là, c'est une deuxième personne. Hein? Mais dans notre société... Oh là là, bon, ok. Dans notre société, nous sommes, nous sommes une multitude de petits ronds comme ça. Hein? Vous voyez, dans la partie haute, c'est la conscience mentale, et la partie basse, c'est la conscience du tréfonds qui comprend l'inconscience et le subconscience. Hein? Et donc, il y a des gens qui ont fait des études, des recherches,
on dit parapsychologie parce que c'est un peu en dehors, un peu de couloir. Et ils ont mis des personnes, c'est des études un peu de télépathie, vous voyez. On met des personnes dans des caissons bien isolés et tout. Et une personne va être l'émettrice et l'autre personne la réceptrice. Et après, ils vont faire des études pour voir est-ce que statistiquement, c'est plus que le hasard que la personne émettrice émet des idées ou une image et la personne réceptrice va recevoir. Et donc, ils ont finalement, après des milliers d'expériences, ils ont vu que c'est un peu plus que le hasard quand même, mais parce que c'est de une personne à une personne. Mais imaginons que c'est une multitude, nous sommes des millions en France ou des centaines de millions aux États-Unis. Donc, il y a quatre façons dont une idée ou une image peut se transmettre. Vous voyez? Et la première, c'est de mental à mental. C'est la plus classique. La conscience en haut, là, ça c'est la première, où ça peut se communiquer. Ça, c'est la façon la plus normale, la plus facile à imaginer. Et puis, la deuxième, c'est du mental de la personne émettrice, la conscience mentale. Elle va aller dans le conscience profonde de la personne réceptrice et remonter dans sa conscience mentale. Vous voyez? Et alors, il y a la 4. Après, il y a donc cette communication, ouais, c'est ça, de la conscience du tréfonds, l'inconscient de la personne émettrice, ça va monter dans la conscience mentale de la personne émettrice et ça passe de l'autre côté. Quatrième. Troisième, pardon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Et puis, celle dont on pense que c'est la plus plausible et la imperceptible, c'est de conscience du tréfonds à conscience du tréfonds. La quatrième. Vous voyez? Et si nous ne faisons pas attention, toute cette peur du terroriste, ces angoisses, cette volonté de vengeance ou de discrimination des personnes des musulmans, des personnes de confession musulmane, tout ça, ça va nous arroser sans qu'on s'en aperçoive. Et en 2001, lors des événements du 11 septembre aux États-Unis, toute cette colère du peuple américain, la peur d'abord, parce qu'on a peur, et la peur et la colère, c'est assez lié. Ces graines de peur et de colère, et ça a donné à la guerre en Afghanistan, ça a donné à 2 guerres, la guerre en Irak, et on traîne ça jusqu'à maintenant avec l'État islamique. Tout ça, c'est la conséquence. Vous voyez? Donc, si nous ne faisons pas attention en France, et heureusement qu'en France, nous avons des courants de pensée autres que la pensée unique, et que nous avons toute cette sagesse du siècle des Lumières en France, eh bien, nous avons eu à Paris, moi j'étais aux États-Unis, mais j'ai pu suivre qu'à Paris quand même, il y a eu des rassemblements où on essaie de discuter, où on essaie de cultiver cette fraternité, où les gens se rapprochent.
Donc ça, c'est très positif, hein, d'un autre côté. Vous voyez? Donc, la souffrance d'un côté peut toujours, de la souffrance, de la boue de la souffrance, peut toujours surgir une fleur de lotus. Hein? Et si en ces temps d'individualisme, de discrimination, un des attentats comme ça qui crée beaucoup de souffrance, mais ça peut faire rapprocher certains groupes de Parisiens, par exemple. Et on se parle plus. Et j'ai un ami, un médecin dans la banlieue parisienne, et depuis quelques mois, depuis 1 an, il a créé un groupe des banlieusards qui regroupe toutes les gens qui habitent la banlieue, mais de toutes confessions, et on se rassemble, on fait des repas et on discute. Et ça, c'est des initiatives qui permettent de créer des îlots de dialogue, des îlots de compréhension mutuelle. Et nous, ici, nous sommes des îlots, nous créons des îlots ici au village, où quand nous rentrons chez nous, nous formons des sanghas locales, nous créons des îlots de pleine conscience où nous cultivons cette bienveillance et cette compassion, hein, cette fraternité, pour justement, diminuer ou atténuer cette masse, comment dire, générale, hein, l'ambiance générale, cette morosité générale, cette peur générale. Hein? Donc, et la pratique en Sangha est une des clés du village de Prunier. La Sangha, que ce soit ici, la Sangha, la quadruple Sangha qui regroupe des frères, des sœurs, des amis laïcs, femmes et hommes, hein, quadruple. Et quand on rentre à la maison, dans notre ville, ben, nous pouvons trouver une Sangha ou même créer avec des amis de pratique une Sangha locale qui nous permettent non seulement de maintenir notre pratique, mais aussi ensemble, créons des îlots de pleine conscience. Et ces îlots de pleine conscience, donc ça c'est la 4e nourriture, la conscience. Et tout à l'heure, ce Denis m'a parlé de ces arrosages des graines. Et la pratique en Sangha permet aussi d'être vigilant au niveau de ce que nous consommons comme nourriture sensorielle. La nourriture de la conscience, c'est elle qui est la déterminante. Il suffit de se baigner dans un environnement favorable, propice à la pratique, propice à la compassion. Nous aurons l'esprit de compassion. Il n'y a pas trop d'efforts à faire. Si on considère ces nourritures de manière individuelle, ça va demander beaucoup d'efforts. Hein? Et ça, c'est ce qu'on appelle, cette conscience collective, c'est un peu la conscience, maintenant, si on parle de la conscience cellulaire ou génétique. Vous voyez? Une cellule, si on met dans un environnement favorable, disons de nourriture et de bonne énergie, hein, d'amour, elle va croître et elle va se développer normalement. Si on la met dans un environnement de stress, de toxines, comme des pesticides, tout ça,
eh ben, elle va pas se diviser de manière correcte, et ça peut donner des cancers. Vous voyez? Et donc, et ça c'est prouvé aussi, par exemple, dans ces consciences. Il suffit, par exemple, qu'on regarde un film sur Mère Teresa pour que ça arrose notre graine de compassion. Okay. Donc, non seulement individuellement, la pleine conscience et la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience, dont nous aurons la présentation bientôt, dans les différents hameaux, et la pratique en sangha, en communauté, localement, dans nos villes, par exemple, où nous allons pouvoir en discuter de la meilleure façon, où nous partageons nos expériences de pratique, et va nous aider à être plus vigilants sur ce que nous consommons en tant que nourriture sensorielle, les impressions sensorielles. Donc la troisième nourriture, c'est les impressions sensorielles. Non, deuxième, oui. Impressions sensorielles. Donc, pareil, les impressions sensorielles, il y a des différents sens, les 5 sens, l'ouïe, l'œil, le goût, le toucher, et l'odorat. Et puis la 6e, c'est les pensées. Et tous les autres nutriments, de toute façon, peuvent dériver de cette conscience collective, du 4e. Donc la 3e, c'est ce qu'on appelle la volition. Volition, ici, veut dire notre inspiration profonde de ce que nous voulons faire de notre vie. Et donc, je reviens à cet exemple. Quand on fait regarder un film de Mère Teresa aux étudiants, eh ben, ils ont cette compassion arrosée. Et dans notre tradition du village Funier, c'est du bouddhisme engagé. La compassion, non seulement c'est par cette volonté de penser à vouloir soulager le front des autres, mais il faut que ça passe par l'action. Vous voyez? Et si on baigne dans un environnement favorable comme ça, certainement on va pouvoir y contribuer à soulager la souffrance du monde. Donc, si on n'a pas trop d'idées précises de ce qu'on veut faire de sa vie, il faut savoir se mettre dans un environnement favorable. Moi, quand j'étais petit, on me demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Je dis, parce que mon père est médecin au Vietnam. Et tout petit garçon voudrait ressembler à son père. Je dis, oh, médecin. Vous voyez, logique. Et puis, nous émigrons en France quand j'avais 13 ans. Je fais des études. Et puis, après le bac, il faut choisir. Et, disons, je ne sais pas si inconsciemment, je n'ai pas déposé mon dossier à temps pour les écoles d'ingénieurs, par exemple. Puis finalement, il n'y a plus que cette possibilité de la fac de médecine où on peut s'inscrire assez tard. Vous voyez, maintenant que j'y pense, c'est peut-être inconscient. Voilà, et finalement, bon, il y a quand même cette idée de vouloir revenir au Vietnam
aider les gens, comme ce qu'a fait mon père. Hein. Et finalement, j'ai fait médecine. Mais quand je finis médecine, eh ben, le Vietnam s'est beaucoup transformé. C'est pas, c'est un pays gouverné par un gouvernement communiste depuis 40 ans. Et c'est pas facile. C'est pas facile de revenir. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de. Ils forment des médecins, mais l'environnement, il y a tellement de corruption, même à l'hôpital. Tu vois, pour un pays qui se dit socialiste ou communiste, vous devez tout payer. Et d'abord, quand vous arrivez à l'hôpital, vous payez au bureau, et ensuite vous devez payer les infirmières, les médecins pour avoir des soins corrects. Vous voyez? Et donc finalement, je ne peux pas trop rentrer au Vietnam. Et puis, le bon hasard a fait que, parce que bon, je voulais manger végétarien un jour, j'ai demandé à une amie, ils m'ont mené chez une pagode. Et voilà, j'ai pu manger végétarien ce jour-là. Et l'abbesse de cette pagode connaît bien le village de Phu-Nhiet. Hein, c'est comme ça que bon, j'ai eu un premier contact avec le village de Phu-Nhiet. Et puis, quand je rencontre Thay plus tard, l'idée de faire moine est passée par la tête. Quand on rencontre non seulement Thay, mais la Sangha, la Sangha monastique, hein, où on voit que à ce moment-là, en 1995, il y avait seulement moins de 15 frères au Hamudio. Mais j'ai pu sentir vraiment cette fraternité. Hein, et cette pratique, et je me suis dit, oh ouais, pratiquer tous les jours, pouvoir se lever à 5 heures tous les j'ai médité. Je veux me dédier. Parce que quand j'ai hérité de ma maman aussi, c'est que si je fais quelque chose, il faut que je m'investisse complètement. Hein? Et donc je dis, ça vaut le coup de tenter. Parce que je suis à un carrefour. Après être diplômé, soit vous choisissez une carrière, soit à l'hôpital, soit une profession libérale, et puis la famille, ou il y a cette ouverture, on peut essayer moine. À cette époque, il n'y avait pas encore l'option de 5 ans comme maintenant. Maintenant, vous pouvez essayer 5 ans. Pour ceux qui sont jeunes, moins de 35 ans. Et donc j'ai dit, ok, je suis prêt à signer. Mais ce n'était pas pour la vie dans ma tête. Hein. Non, mais honnêtement, on ne sait pas. Bon, vous voyez, mais c'est le moment ou jamais. Parce que si vous commencez à avoir une activité professionnelle et que, faut bien trouver une femme, vous en avez jusqu'à 70 ans. Et encore, je sais qu'il y a des grands-parents qui sont encore pas libres maintenant. Donc c'est jusqu'à peut-être 80 ans. Parce qu'après les enfants grandissent, il faut s'occuper des petits-enfants. Non? Ou même si vous ne vous occupez pas, mais si vos petits-enfants souffrent, vous ne pouvez pas être tranquille. Hein? Non, c'est vrai. Mais ça, c'est la conscience collective. Tout est interrelié, non? Donc, heureusement pour moi,
j'ai essayé la bonne voie et je suis heureux, vous voyez. Donc, et finalement, vous voyez, bon, j'ai pu choisir le médecin, je ne suis pas moine. Et après, une fois quand j'ai pu avoir une conversation intime avec ma maman, parce que certaines amies le savent ici, j'ai déjà partagé, je n'ai pas une communication facile avec ma maman. Hein? Parce qu'elle a un fort caractère aussi. Et moi aussi, j'ai hérité d'elle. Et donc, c'est difficile, la parole aimante. J'avoue. Et même après 10 ans de pratique monastique, je progresse vraiment un tout petit peu. Je ne réagis pas au quart de tour, mais je réagis au demi-tour, quoi. Et une fois, ma maman m'a confié que toute petite, elle voulait être nonne. Mais nonne catholique. Parce que du côté de ma maman, c'est la tradition catholique. Et donc, elle était un peu triste et se sentit un peu trahie quand j'ai choisi cette voie de moine bouddhiste. En plus, c'est comme si je voulais la contrer encore une dernière fois. Faire toujours l'opposé, quoi. Si elle dit oui, je dis non. Si elle dit non, je dis oui. Nous sommes 5 garçons. Enfin, je ne suis pas le seul. Il y a un autre frère aussi. Mais finalement, c'est parce que nous avons le même caractère que ma mère. Vous voyez? Comme quoi, maintenant, on comprend. Et du moment que j'arrive à comprendre ça, eh ben, je comprends mieux ma mère. Je comprends mieux ma mère. Donc, quand on ne parle pas, il y a beaucoup de compassion. Mais si on parle, à ce moment-là, vous voyez, c'est difficile de maintenir cet amour. Mais on sait qu'au fond, on s'aime beaucoup. Mais il y a comme on dit des atomes qui sont pas, vous voyez, qui se repoussent, quoi. Hein? Et donc, finalement, vous voyez, cette volition, elle n'est pas seulement consciente, mais elle est aussi inconsciente. Il y a des choses que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont transmis, que eux, ils ont voulu faire de leur vie, mais ils n'arrivent pas. Et c'est à nous de les accomplir. Donc, si on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on veut faire de sa vie, il faut savoir faire confiance à nos ancêtres et laisser cette aspiration de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents remonter. Et il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » Et je pense que, et bien sûr, dans nos ancêtres, il y a toujours un qui est, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des problèmes dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui est doué de compassion, qui est doué de beaucoup d'amour. Et bien, nous avons cette chance de rencontrer le Dharma, de rencontrer la pratique, de rencontrer la Sangha. Donc, laissons cette graine transmise par nos ancêtres arroser. Et j'ai découvert aussi que donc dans la campagne de mon pays natal, dans le sud, dans le delta du Mékong, eh ben, mon arrière-grand-père avait beaucoup de terres, était propriétaire terrien, et dans un de ces parcelles,
il y a une pagode Theravada, où il y a des moines. Jusqu'à maintenant, il reste encore des moines. Et je suis sûr que mon grand-père les ont aidés, ou les ont permis de faire cette pagode, et les ont fournis en nourriture et en offrande. Hein? Donc, ce n'est pas un hasard que maintenant, je deviens moine. Et que je continue je continue, et justement, quand on organise des retraites, méditation et santé, eh ben, les deux se rejoignent. Vous voyez? C'est la santé à travers la méditation. Voilà. Et donc, de toute façon, si on est dans un milieu baigné dans une conscience collective où il y a la pleine conscience, où il y a la compassion, hein, et notre volition va être arrosée, et ben, du moment que notre graine de pleine conscience, de compassion est arrosée, nous saurons ce qu'il faut faire pour éviter de consommer à travers les sens les news de France Info à 24 heures sur 24, par exemple, en boucle, tout ce qui peut arroser nos graines d'angoisse, de peur, de dépression. Et puis, bien sûr, nous saurons ce que nous devons consommer comme nourriture comestible. Nous saurons soutenir l'agriculture durable et responsable, biologique. Et nous avons la chance au village d'avoir le Happy Farm où il n'y a pas de pesticides et où nos frères et amis de Happy Farm sont très heureux de cultiver avec beaucoup de soin et d'amour. Et on dit que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et donc, ces 4 nourritures s'intersont de toute manière. Si vous mangez des pesticides, si on mange de la souffrance des animaux, eh bien certainement, tout ça va se retentir. Notre conscience même sera modifiée. C'est pour ça que, vous voyez, les greffés, les personnes greffées, quand on greffe un cœur à une autre personne, eh ben, son caractère peut changer. Avant, il n'aimait pas les steaks saignants. Il y a des gens qui, après, ils l'aiment. Parce que ça, c'est la conscience cellulaire du greffon. Donc, en résumé, j'insisterai beaucoup sur cette conscience collective. Et à nous sommes responsables, nous avons notre destin en main. En tant que pratiquants, en tant que communauté de pratique, en tant que sangha, pour justement créer des îlots de pleine conscience et de compassion qui va pouvoir se diffuser, se répandre. Alors, on va écouter un son de cloche.